Bonjour, bienvenue sur Digital Media Congo. Je vous reçois aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Loïc Mouapoto, qui est ici présent, qui vient vous présenter son nouveau livre, sorti en mars 2025. Et on va donc échanger autour de son livre et autour de certaines questions sur notre cher pays, le Congo-Brazzaville, dit République du Congo. Aujourd'hui, je prends un instant pour vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, mon livre Graines de sagesse. Ce projet est l'aboutissement d'un long cheminement à la fois personnel et spirituel. Ce n'est pas juste un livre, c'est une œuvre que j'ai portée en moi pendant longtemps avant de lui donner vie. Il est né d'une volonté profonde de partager des réflexions, des prises de conscience et de leçons de vie qui m'ont moi-même aidé à grandir, à évoluer et à voir les choses sous un autre prisme. Vous savez, nous avons tous traversé des périodes de doute, de remise en question, ces moments où l'on cherche un sens, un éclairage, une direction. Parfois, il suffit d'une phrase, d'une pensée, d'une graine semée au bon endroit pour enclencher un déclic, un changement de regard. Alors, Graines de sagesse, c'est exactement cela. Une invitation à l'introspection, une collection de mots soigneusement choisis pour éveiller, inspirer et guider. Ce livre a une saveur particulière pour moi car c'est une auto-édition. J'ai choisi volontairement de le mener du début à la fin, sans intermédiaire, avec tout ce que cela implique en termes d'investissement, de patience et de passion. Chaque mot choisi, chaque page, chaque étape de sa réalisation a été pensée avec soin, dans l'espoir qu'il trouve un écho en vous. J'ai mis toute mon authenticité dans ces pages et j'espère sincèrement qu'ils sauront vous toucher, vous accompagner et peut-être semer en vous ces petites graines qui, avec le temps, deviendront de véritables prises de conscience. Merci infiniment pour votre soutien et votre confiance. Graines de sagesse est désormais entre vos mains et j'ai hâte de savoir comment il résonne en vous. Belle lecture à vous. En attendant sa présentation officielle, restez à l'affût. Bonjour Loïc. Bonjour, moi c'est Abraza. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Ça va très bien, avec un beau soleil. Je le vois en tout cas. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier invité écrivain que l'on reçoit. Donc on vous reçoit par rapport au livre Graines de sagesse que je vais montrer là à la caméra, qui a été paru en mars 2025. Un livre en auto-édition dont le prix est de l'ordre de 20 €. De 15 €, voilà. Donc l'auteur connaît mieux le prix que moi. Donc vous pouvez vous procurer ce très beau livre que j'ai eu la possibilité de lire dans un de mes lives, le live Moissi Abraza, Graines de sagesse. Et c'est un livre effectivement rempli de sagesse. Et la sagesse, le mot sagesse dont il a décliné sous toutes les formes sur beaucoup de points, et j'invite vraiment la jeunesse, puisque Loïc est jeune. D'ailleurs, on lui souhaite un très bon anniversaire. Hier, c'était son anniversaire. Tu as eu 31 ans, c'est ça? J'ai eu 33 ans. 33 ans, d'accord. Voilà, il a eu 33 ans. Et donc, voilà. Donc, Loïc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord te demander de te présenter. Alors, je suis Loïc Mouapoto. Je suis un jeune écrivain qui vient de débuter dans ce domaine, en auto-édition. Et voilà. Je suis un penseur avant tout. Avant d'être écrivain, je suis un penseur. Je partage mes pensées, mes expériences pour servir aussi à d'autres personnes. Voilà. D'accord. Alors, Loïc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à l'écriture, au-delà d'être un penseur, donc de passer de la pensée à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? D'abord, il y a deux raisons. La première, c'est que pour moi, l'écriture est un exutoire, c'est une thérapie, c'est une façon pour moi de trouver du réconfort lorsque je suis un peu accablé par les maux de la vie. Et la deuxième raison, c'est que l'écriture, je la considère comme un acte de transmission qui pourra servir à partager mes expériences, mes pensées, mes idées aux gens qui pourraient se retrouver dans le besoin concernant certains domaines de la vie. D'accord. Et donc vous, le domaine qui a retenu votre attention dans vos pensées, c'est plutôt, dans tes pensées, si tu me permets de te tutoyer, c'est la sagesse. Et pourquoi avoir choisi la sagesse au lieu de l'amour ou au lieu du sport, comme auraient peut-être choisi d'autres jeunes? Je me suis focalisé sur la sagesse parce que pour moi, la sagesse, c'est la clé de toutes les valeurs. C'est la clé
de la force, du courage, de l'amour, parce que toutes ces valeurs-là, quand elles sont utilisées sans sagesse, elles peuvent conduire à notre propre ruine. Donc du coup, pour moi, la sagesse est comme le baromètre de toutes les valeurs qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver ici-bas. Voilà pourquoi je me suis intéressé particulièrement à la sagesse qui est de l'ordre aussi de la philosophie. Donc c'est des pensées philosophiques. Voilà pourquoi. D'accord. Alors moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai lu ce très très beau livre. Ce livre se décline sur plusieurs points. Il y a un premier point, c'est ce qui se rapporte d'abord sur la perte d'un être cher. Et même au travers de la perte de cet être cher, vous avez trouvé de la sagesse. Qui était cet être cher et comment avez-vous trouvé cette résilience, donc cette sagesse? Comment avez-vous pu vous relever suite à la perte de cet être cher? Cet être cher, c'est mon père, celui qui m'a donné la vie, donc mon géniteur, qui nous a laissés en 2017. Et je peux dire que ça a été, jusqu'à présent, c'est la plus grande épreuve que j'ai pu traverser de ma vie. Et c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, qui m'a surpris. C'était vraiment un verdict sans appel. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de faire face, parce que c'était soit je l'acceptais, soit je m'effondrais, donc je m'oubliais. Et donc comme j'étais jeune, et comme je n'avais pas de choix, j'ai aussi des gens qui comptent sur moi, j'ai une famille, des proches qui comptaient sur moi, je n'avais pas de choix que de rebondir et de transformer cette douleur en une motivation qui allait me pousser au-delà de mes forces. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans ce deuil, parce que pour moi le deuil c'est quelque chose qu'on porte à vie. C'est juste qu'après on décide de passer outre et d'en faire quelque chose de productif. Donc j'ai pas eu de choix et voilà comment je me suis retrouvé là. D'accord. Alors vous avez tantôt dit que vous avez une famille que vous portez. Alors vous êtes votre fratrie, vous êtes combien d'enfants et vous êtes le premier, vous êtes le dernier, et quel est votre apport dans cette fratrie? Nous sommes au total 5 et je suis l'avant-dernier. L'apport que j'ai au niveau de la famille, c'est je suis quelqu'un de conciliant. Je suis quelqu'un qui a un tempérament assez régulé, donc je peux dire que je sers de médiateur lors des conflits, je sers de thermostat lorsque les tensions sont parfois un peu élevées. Donc voilà comment je me considère. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que vous expliquiez en quelques mots l'histoire de ce livre, dont je rappelle, s'intitule « Graines de sagesse ». Comment vous pouvez nous raconter pour inciter les lecteurs à se procurer ce livre? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce livre, la genèse et un peu l'histoire? Vous le raconterez beaucoup mieux que moi. Ok, donc l'écriture c'est quelque chose qui m'a toujours parlé depuis des années. Ça fait longtemps que j'ai commencé à écrire, mais j'ai commencé principalement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et à mesure que j'écrivais, je publiais des fragments de pensée. Les gens se retrouvaient vraiment dans ce que je disais. Et c'était même pas que je faisais ça parce que je voulais que les gens s'intéressent à ça. C'était pour moi une façon de faire ma thérapie sur certains mots qui m'accablaient. Et à mesure que je publiais, les gens s'intéressaient à ça. Et ça a commencé petit à petit par mes proches. Ils ont commencé à me dire, mais pourquoi ne pas en faire un livre? Pourquoi ne pas commencer à écrire un livre sur un thème principal que tu choisiras? Ça pourrait aider beaucoup de gens. Déjà qu'à travers les petites pensées que tu partages, ça sert de miroir à certaines personnes. Au départ, bon, j'ai pris ça juste comme ça, mais c'est en 2022 que je me suis vraiment focalisé là-dessus. J'ai pris l'initiative de commencer l'écriture de mon livre. Et ça n'a pas toujours été facile parce que parfois on est en panne d'inspiration et parfois on prend du temps, on n'a pas de motivation, donc parfois on manque d'inspiration, parfois on manque de motivation et c'est difficile en fait d'avoir tous ces éléments-là réunis. Donc je dirais pas j'ai perdu, mais j'ai pris du temps depuis 2022, 2023 jusqu'en 2025. En janvier 2025, je me suis dit bon, j'ai quand même avancé. C'est vrai que je suis pas constant dans l'écriture, mais cette fois-ci, cette année, je vais devoir terminer ce livre. C'est comme ça que je me suis fixé cet objectif en janvier 2025 et en mars 2025, j'avais terminé le livre en auto-édition et voilà comment je l'ai publié par la suite. D'accord, donc ce livre,
ça apporte plutôt des réponses clés sur des questions que peut se poser une personne sur une question donnée. Sur des questions existentielles. Sur les questions existentielles. D'accord. Alors, mais quel a été le déclic quel a été le déclic en 2025 qui vous a... Voilà, quel a été le déclic même qui vous a poussé à écrire finalement ce livre en 2025, puisque effectivement, ça fait déjà plusieurs années qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, on vous voit sur Facebook sous le nom Loïc Mwapoto, je crois sur Instagram, vous êtes très suivi et par conséquent, pour passer des réseaux sociaux au livre, quel a été le déclic en 2025 ? Bon, j'aimerais bien savoir si... Le déclic, c'est que je me suis rappelé d'une phrase que ma mère m'a toujours dite depuis tout petit, c'est qu'elle me disait « Loïc, quand tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais t'arrêter en cours de route. Tant que tu peux le faire, vas-y jusqu'au bout. » Et j'ai repensé à cette phrase en janvier 2025, quand on rentre dans une nouvelle année, généralement on se fixe des objectifs et des choses à ne plus faire. Donc je me suis dit, cette phrase a résonné en moi comme un rappel. Et je me suis dit, bon, ça fait quand même 3 ans que je suis là-dessus. Il est temps en fait que je passe à l'acte. Donc j'ai mis la procrastination de côté et je me suis vraiment dévoué à ça corps et âme, malgré le fait que j'avais aussi d'autres occupations à côté. Donc je trouvais toujours le temps, en rentrant le soir, d'avancer ne serait-ce qu'un pas jusqu'à atteindre l'objectif. Donc le déclic, c'était vraiment cette phrase de ma mère qui me murmurait en me disant, quand tu commences un truc, va jusqu'au bout. Et voilà que je suis arrivé à ce résultat. D'accord, bon, en tout cas, votre maman a eu la bonne phrase, donc retenez bien, quelquefois les phrases des parents poussent l'enfant à aller au bout de lui-même, et donc ça s'illustre par ce livre pour Loïc. Alors Loïc, vous passiez des réseaux sociaux Facebook et à l'écriture par le livre. Alors par rapport à la commercialisation de votre livre, est-ce que les réseaux sociaux sont un apport considérable ou vous pensez que ça ne change pas grand-chose et que c'est plutôt les gens, des lecteurs, les gens qui aiment la lecture, qui vont à la recherche de votre livre ? Bien sûr que les réseaux sociaux jouent un rôle très 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 important dans notre société actuellement. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une facilité à communiquer, il y a une fluidité dans le partage du contenu. Et je pense que c'est un des canaux les plus puissants qu'on puisse avoir à notre ère. Donc ouais, je pense que ça en vaut la peine en fait. D'accord. Alors donc vous voyez, n'hésitez pas à faire comme Loïc qui a eu 33 ans hier, de vous lancer dans l'écriture, ça peut prendre des années de pouvoir s'y lancer, mais essayez, si vous êtes vraiment passionné de lecture et d'écriture, lancez-vous quand vous y serez prêt. Alors Loïc, je vous ai demandé en début d'entretien de vous présenter. Alors, vous êtes présenté très rapidement, mais je vais vous poser des questions un peu plus précises, à savoir, puisque vous êtes d'origine congolaise, de la République du Congo, où résidez-vous principalement ? Résidez-vous principalement en France ou au Congo ? Ça fait 4 ans que j'ai décidé de m'installer en France. C'était à l'issue de mon cursus scolaire que j'ai décidé de m'installer ici. Donc, je réside en France. Mais il arrive que je fasse des tours de temps en temps au pays. Et voilà, c'est ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes arrivé en France en 2021. Exact. D'accord. Alors, quel est votre parcours ? Quel est votre retour d'expérience en tant que jeune étudiant, puisque vous êtes venu en France en qualité d'étudiant ? Quel est votre retour d'expérience d'étudiant congolais en France ? C'est un retour positif, bien qu'il ne soit pas toujours facile, parce qu'on connaît toutes les contraintes liées à la vie d'étudiant, entre les études qu'on suit, et entre les petits jobs qu'on doit faire de côté pour pouvoir subvenir à ses besoins, parfois même pour d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui subviennent à leurs besoins. Donc trouver de quoi payer les études, c'est vraiment pas facile. Mais je pense que dans tout ça, ce qui compte vraiment, c'est la détermination et savoir ce qu'on veut. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on a la détermination. Les obstacles, on les transforme en tremplin. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un retour positif, même s'il a été parsemé d'embûches. C'était pas toujours facile, mais
comme je savais ce que je voulais et là où je partais, avec les actions que je posais, j'ai fini par atteindre mes objectifs. D'accord. Alors, quels ont été, si je vais te tutoyer, si tu me le permets. Ça sera plus à l'aise. Voilà. Quels sont les objectifs qui ont été atteints et que fais-tu aujourd'hui, mis à part l'écriture qui est finalement une passion, mais tu es venu pour des études. Quelles sont les études que tu as poursuivies quand tu es arrivé en France? En quelle année étais-tu et quelle était la spécialisation que tu avais choisie? Et aujourd'hui, on est le 9 août. Que fais-tu aujourd'hui dans la vie? Alors initialement, je suis venu, d'abord avant de venir en France, je travaillais au Congo. Et bon, vous connaissez un peu comment ça se passe au Congo. En termes d'emploi, il y a vraiment une instabilité, rien n'est acquis. Donc j'ai perdu le petit boulot que j'avais. Et avant que je vienne, j'étais déjà titulaire d'une licence en économie et gestion d'entreprise que j'avais eu à faire au Congo. Et quand j'ai perdu mon emploi, j'ai hésité entre monter un petit business de lavage auto et venir en France pour poursuivre mes études et trouver des solutions à ma vie, donc notamment dans le milieu professionnel et social. Donc c'est comme ça que par la suite, j'ai eu ce déclic en me disant, bon, pas grave, je reprends tout à zéro, je vais repartir à l'école et puis je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Comme on dit parfois, l'herbe n'est pas toujours verte là où on se trouve. Et c'est comme ça que je me retrouve en France et à faire un MBA 2 en comptabilité et finances d'entreprise. Donc j'ai terminé ma formation en 2024. Et à l'issue de ça, je faisais des petits jobs étudiants, de l'intérim par-ci, par-là, jusqu'à ce que j'ai pu, par la grâce de Dieu, décrocher un contrat qui m'a permis d'exercer en fonction du diplôme que j'avais. Donc actuellement, je suis chargé d'affaires et j'évolue dans une boîte de la place. Voilà. Très bien. Et actuellement, vous avez plutôt un contrat de type CDI, CDD ou intérimaire? Non, je suis dans un CDI. Voilà, donc vous avez l'exemple même type d'un jeune Congolais qui est arrivé il y a moins de 5 ans, donc il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, Loïc, qui est arrivé du Congo-Brazzaville. Il est venu pour faire ses études et il a suivi tous les process qu'il y a. Il a bien compris qu'en France, quand on étudie, on a 20 heures, on a la possibilité de travailler 20 heures par semaine, si je ne me trompe pas. Donc il a suivi tout le process et aujourd'hui, Loïc est cadre, sauf erreur de ma part, dans une entreprise de la place dont on tairait le nom. Et ils l'ont recruté par rapport à son cursus, par rapport à ses expériences aussi. Certainement que quand il faisait ses jobs d'été, il y avait des retours positifs. Donc Loïc, je me permettrais de te poser... tu me tends un peu la perche parce que je pense que tu nous vois un peu quelquefois avec mon équipe au Congo, Mokondi TV et d'autres, faire des lives sur le Congo, sur les faits divers congolais, sur la question politique, la société congolaise. Moi, personnellement, j'ai constaté, parce que moi, ça fait moins de 2 ans que je suis sur TikTok, mais j'ai constaté qu'il y a quand même certains étudiants qui arrivent en France et qui se lancent en politique, qui deviennent des activistes politiques. Toi, pourquoi tu n'as pas choisi ce chemin-là et que penses-tu de ces jeunes qui se lancent dans l'activisme politique en France, sur le territoire français? Après, personnellement, je pense qu'en soi, il n'y a pas quelque chose de négatif. On peut dire que c'est un sursaut de patriotisme quand on voit comment les jeunes en tout cas, basculent dans la politique. Mais il y a quelque chose qui me revient en tête, c'est que j'ai remarqué qu'au Congo, tous les modèles de réussite se basent sur la politique. Et on ne peut pas vivre que de politique. Les grandes nations aujourd'hui qui sont des modèles pour nous, quand on voit un peu l'évolution de la société, on voit qu'ils diversifient un peu l'économie. Il y a des structures qui sont mises en place pour ne pas que les jeunes ne s'intéressent qu'à un seul domaine. Et bon, c'est ce qui est malheureux chez nous, c'est que chez nous, les jeunes ne pensent que politique, alors qu'il y a plein de secteurs qui sont inexploités, qu'on devrait pouvoir aussi, sur lesquels on devrait pouvoir se pencher. Donc il y a plein de jeunes qui font de la politique, principalement parce qu'ils pensent que la politique, c'est le seul moyen de s'enrichir dans nos pays, parce qu'on sait comment ça se passe et tout avec les systèmes, mais
moi je leur conseillerais aussi de se pencher sur d'autres domaines. Il y a des domaines qui sont plus porteurs, qui pourraient aussi contribuer à l'évolution de notre nation. Donc il faut arrêter de se dire que c'est que par la politique qu'on pourra réussir au pays. Donc c'est bien beau de faire de la politique, mais c'est aussi bien de savoir où on va. C'est aussi bien de se cultiver parce que c'est bien beau de faire de la politique, mais si tu n'as aucune culture, tu ne te documentes pas, tu fais de la politique juste pour descendre un pouvoir en place parce que tu estimes que tu ne, comme on dit chez nous, tu ne bouffes pas, mais je trouve que c'est malsain. Et on ne fait pas de la politique, là, dans ce contexte, ils ne font pas de la politique par conviction, mais par nécessité. D'accord. En tout cas, merci en tout cas pour tes réponses précises. Alors, j'ai encore 2 autres questions à te poser, hein, toujours par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Lorsque tu es sur les réseaux sociaux, en tant que citoyen lambda, quelle image trouves-tu, hein, que penses-tu de l'image que l'on donne de la République du Congo ? Lorsque tu es sur les différents panels, hein, je suppose que tu scrolles sur TikTok comme tout le monde, ou peut-être sur Facebook ou d'autres plateformes. Comment penses-tu finalement que les Congolais vendent bien le pays ? Une question assez mitigée. Je dirais oui et non. Non, parce que on voit un peu comment, à travers les scandales, les mariages, plein de scandales en fait, comment les gens n'attendent que ça pour rebondir et en faire leur tasse de thé. Bon, quelque part c'est quand même pitoyable parce que quelqu'un qui a vraiment des choses à faire de sa vie ne peut pas s'attarder sur des buzz qui ne rapportent rien à sa vie. Donc je pense que ça c'est quand même une image négative qu'on vend à l'extérieur du pays. Donc après il y a le côté positif, c'est que les Congolais, ce ne sont pas des gens qui sont réputés pour être malhonnêtes, ce ne sont pas des gens qui sont réputés pour être, je dirais, un peuple qui dérange les autres. Donc, côté culture, par exemple, on vend très bien à l'extérieur. Donc, c'est vraiment le côté culturel, moi, qui m'interpelle beaucoup dans ce côté positif que notre peuple rend à l'extérieur. D'accord. Alors Loïc, comme tu es écrivain, donc la question se rapporte bien à ton domaine. Alors, comment qualifierais-tu en un mot positif, le Congo et sur quel domaine? C'est un peu la suite, mais j'aimerais que sur un seul mot, que tu nous donnes un mot positif qui qualifierait pour toi le Congo et par rapport à un domaine que tu choisiras. Riche, c'est le mot que je choisirais parce que le Congo, c'est un pays qui est immensement riche de par ses ressources, de par sa culture, sa grande diversité au niveau culturel. Et c'est ce que je retiens de positif pour notre Congo. Et à contrario, un mot négatif qui illustrerait pour toi dans un domaine donné le Congo? La mauvaise gouvernance. D'accord. La mauvaise gouvernance parce que j'estime que le domaine administratif et institutionnel est tellement bas, c'est-à-dire que c'est l'une des... En fait, ce sont pour moi des leviers qui auraient pu propulser le Congo à son sommet. Ben, ce sont des domaines qui sont négligés, qui sont bafoués. Et voilà pourquoi on subit tous ces maux aujourd'hui. Donc la mauvaise gouvernance, en gros, c'est ça. D'accord. Et que penses-tu, que peut-on faire par rapport à ce problème que tu évoques? Ben déjà, il faut améliorer la gouvernance, il faut se procurer tous les outils qui nous permettront de les améliorer. Déjà, on sait quels sont les outils et surtout la volonté, parce qu'on peut avoir tous les outils, mais tant qu'on n'a pas la volonté de les utiliser, ben, on va stagner, on restera dans la même position des siècles et des siècles. Donc déjà, il faudrait avoir la volonté et ensuite utiliser tous les outils en notre possession pour pouvoir sortir de ce problème. D'accord. En tout cas, merci Loïc d'avoir répondu à la première partie des questions, hein, parce qu'on va passer sur une deuxième partie. Donc je vous rappelle, hein, si vous voulez vous procurer le livre, un très très beau livre hein, que j'ai lu, qui s'intitule Graines de sagesse de Loïc Moapoto, hein, Loïc Moapoto que vous pouvez également suivre sur Facebook notamment, et sur TikTok également.
Alors Loïc, à l'heure actuelle, ces derniers temps, il y a quelques scandales sur le continent africain, et notamment à l'heure actuelle, parce que, bon, on va le dire, comme le Congo est petit, nous ne sommes que 6 millions d'habitants, il se trouve que l'on se connaît. Voilà, on se connaît, et tu pourras peut-être mieux expliquer pourquoi je te pose la question. Et j'aimerais te poser cette question. Je pense que tu as pu voir ce scandale qu'il y a dans un pays voisin au nôtre, qui est la RDC, où il y a un scandale par rapport à un pasteur qui pose question. Donc, moi, j'aimerais te poser la question, parce que je sais que tu es un croyant, que tu as un grand-père, je crois, qui était également quelqu'un dans la religion, soit un pasteur ou un prêtre, je crois. Et que penses-tu de ce dernier scandale, aussi bien du pasteur en République du Congo, qui visiblement a apporté des questions ou a répondu de manière un peu abrupte aux fidèles, et au scandale qu'il y a à l'heure actuelle en RDC. Que penses-tu finalement de la religion à l'heure actuelle dans nos pays? Personnellement, je pense que le courant évangélique, parce que je ne dirais pas que c'est tous les courants chrétiens ou quoi que ce soit qui sont remis en cause, mais je dirais que principalement le courant évangélique, je considère que c'est devenu comme des plaies pour notre société, parce que on voit comment des prétendus hommes de Dieu, des prétendus guides spirituels se servent de la misère, des besoins des gens pour s'enrichir et pour les manipuler à leur guise. Donc je pense que pour moi c'est un fléau sur lequel nos politiques aussi devraient pouvoir s'intéresser afin de mettre en place des mesures qui pourraient essayer de stopper cette gangrène en fait dans la société. Donc concernant le pasteur dont tu parles, donc on va parler, c'est le pasteur Marcelo. Je pense que c'est... bon, je ne suis pas là pour insulter ou pour juger, loin de moi toute forme de jugement, mais c'est une analyse que j'essaie d'apporter. Je pense que ce cas de figure est une situation qui fait beaucoup de mal à toute la communauté chrétienne, et même au-delà, parce qu'on a vu même des musulmans s'intéresser à ça, aux non-croyants s'intéresser à ça, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences qui tourne autour du sujet remis en question. Et surtout, ce qui choque, c'est que ce pasteur, il a une façon de parler qui ne reflète pas en fait le titre qu'il porte de pasteur, de guide spirituel. Il a un manque de tact, il a une suffisance qui, à la limite, se moque en fait des personnes qui viennent en fait pour écouter la parole qu'il est censé prêcher. Donc je pense que pour moi, ce sont des fléaux qui gangrènent notre société et sur lesquels nos politiques devraient aussi pouvoir s'intéresser. Tout à fait, ça devient inquiétant, puisqu'on a déjà beaucoup de problèmes à régler sur le continent africain, et quand on s'arrête sur le Congo-Brazzaville, on a beaucoup de problèmes à régler, mais on a également notre Tounassi Marcelo à nous, qui s'appelle, ce sont deux frères jumeaux, ce sont des frères jumeaux. Celui qui est à Brazzaville s'appelle Yves Castanou, qui, c'est pas lui qui a fait la sortie, mais je me permets de te poser la question, parce que lorsque je vivais à Brazzaville, je vais te laisser confirmer, tu confirmes que c'est toi qui me ramenais à l'église Sacré-Cœur, moi je suis de confession catholique, et comme je n'aimais pas conduire à Brazzaville, c'est toi qui venais me chercher le dimanche chez moi et me ramener à l'église les dimanches. Et quelquefois, quand tu ne pouvais pas parce que tu préférais aller pour X raisons chez ICC par exemple ou ailleurs, voilà. Alors moi, je voudrais avoir quand même ton retour, puisque tu as mis pied à l'église catholique et tu as mis pied dans ce type d'église, dans ICC. Moi, si je me permets de te poser la question, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez choqué du comportement des pasteurs actuels. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu t'en souviens, Loïc, que lorsque on partait à Sacré-Cœur de Brazzaville, il nous est déjà arrivé de voir la première dame, donc Madame Antoinette Sassou, arriver avec du retard, ça peut arriver à n'importe qui, tout le monde n'arrive pas à la même heure à l'église. Et ce n'est pas pour autant que le prêtre va arrêter sa messe, tout continue, elle s'assoit où il y a de la place, et voilà, donc on est tous au même pied d'égalité. Maintenant, je voudrais te poser une question et j'aimerais que tu y répondes sincèrement.
est-ce que quand tu allais chez ICC Brazzaville, toutes les personnes étaient au même pied d'égalité et est-ce que toutes les personnes avaient accès à ce pasteur principal qui est Yves Castanou? Dans l'expérience que j'ai vécue, je dirais que non. Parce que quand j'étais à ICC, surtout pour les cultes de fin d'année, généralement, il y avait la première dame qui arrivait. Et lorsque c'était le cas, plus personne ne rentrait. Parce que la première dame était là. Après, je peux comprendre que c'est une autorité. Mais je pars du principe que quand on va dans un lieu de culte, on laisse tous nos titres de côté. Parce qu'on sait ce qu'on vient chercher sur ce lieu-là. Donc, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Et contrairement à l'église catholique, donc Sacré-Cœur, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on est parti, on a eu aussi quelques fois où la première dame est venue, mais c'est pas pour autant que le prêtre a dû arrêter la messe ou annoncer. Bon, après, on peut annoncer, ça c'est une autorité, mais c'est pas pour autant que le prêtre a dû arrêter la messe ou interdire. Il n'y avait pas d'annonce. Oui, bon, il n'y avait même pas d'annonce d'ailleurs. Il n'y avait pas d'annonce, mais voilà, on ne bloquait pas l'église, dire que comme la première dame est là, tu ne rentres pas et tout, non. Mais ça, c'est des choses qui se font, c'est une chose que j'ai vécue à ICC et je pense que ça se fait aussi ailleurs dans les autres églises évangéliques. Et pour moi, c'est simplement le culte de la personnalité, partant déjà des invités et même de celui qui prêche, donc de l'orateur. Chez les catholiques, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérives. Il y a des dérives un peu partout dans tous les courants chrétiens et tout. Mais ce qu'on voit avec les églises évangéliques de nos jours, vraiment, ça va au-delà de ce qu'on aurait pu penser, en fait. Le culte de la personnalité est très présent. La stigmatisation, qui ne dit pas son nom parfois, sous couvert de, comme c'est le pasteur, comme c'est l'orateur, donc on ne doit pas toucher au oint de Dieu parce que la Bible nous dit que si on touche au oint de Dieu, c'est qu'on sera frappé, même quand... En gros, on nous interdit de réfléchir, on nous interdit toute remise en question. Mais ça, c'est des choses que, personnellement, j'ai jamais vécues dans l'église catholique, alors que je suis né dans ça, grandi dans ça. Et c'est des choses, moi, qui me choquent aujourd'hui quand je vois ce qui se passe. Et Loïc, qu'est-ce qui t'avait poussé à mettre pied à ICC de Brazzaville? C'était la parole. Je trouve, d'ailleurs jusqu'à présent, je trouve qu'il prêche très bien. Mais ça ne fait pas tout en fait la prêche, parce que derrière la prêche, il y a plein d'autres éléments qui doivent être réunis. Et c'est des choses, moi, qui m'ont conduit à ICC. C'est que la parole est très bien expliquée, elle est décortiquée. C'était mon besoin de cette époque-là. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans cette église qui prêchait si bien. Et à ce jour, pourquoi tu ne t'y rends plus, puisque ICC est implanté sur tous les continents, et là en France, ils sont implantés dans plusieurs villes. Parce que je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas d'avoir de belles paroles, mais il suffit d'incarner les valeurs des mots que tu sors. Et ICC, comme toutes les églises, pour moi, font partie d'un système qui ont été mis en place pour appauvrir, pour manipuler et dérouter les gens, parce qu'il y a plein de familles qui sont divisées, il y a des vies qui sont détruites à travers des prophéties mensongères, à travers une méthode d'appauvrissement systémique. Et ça, c'est des choses auxquelles je ne pourrais jamais adhérer. Parce que je suis quelqu'un qui prône des valeurs nobles, et je ne peux pas choisir d'être associé à ce genre de système qui est là pour faire du mal à une société, à des familles. D'accord, très bien. Alors pour terminer avec la question de la foi, de la religion, il y a certains Congolais, notamment des grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, disent qu'il y a énormément de petites églises. Il peut y avoir sur une rue 5 à 10 églises sur une même rue. Est-ce que c'est vrai, et que penses-tu? Penses-tu que l'État devrait réglementer le nombre d'églises évangéliques ou de réveil? Oui, l'église de réveil. Voilà. Oui, c'est une réalité que tous les Congolais d'ailleurs vivent. Moi, je l'ai vécu longtemps. Je suis né au Congo, grandi au Congo. Donc, oui, je confirme que c'est réel. Et voilà, il y a beaucoup de nuisances sonores, parce que déjà, on part du principe que chacun de nous est libre d'adhérer à n'importe quelle congrégation religieuse, mais dans le respect des normes, des lois. Je ne peux pas aujourd'hui, parce que sous prétexte que je vais prier Dieu, imposer en fait mon culte aux gens qui sont autour de moi. Donc je pense qu'effectivement l'État devrait réglementer ce secteur, parce qu'il y a vraiment un laisser-aller. Et pour moi, c'est de trop.
On ne peut pas continuer comme ça parce que c'est une forme d'irrespect déjà de mettre la musique à fond, sachant qu'il y a des gens qui sont malades parfois autour, oui, qui ont besoin de se reposer. Ils ont une semaine assez chargée, donc le week-end ou le dimanche, c'est le seul jour pour eux de pouvoir se reposer, mais vous mettez la musique de manière abusée comme ça, de manière à déranger leur paix. Pour moi, l'État devrait réglementer ce secteur. Et donc, aussi, pour moi, je pense que l'État devrait imposer aussi des impôts à ces églises parce que c'est du business qu'ils font. Quand ils prennent des dîmes et tout, voilà, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Et c'est des gens qui s'enrichissent, qui parlent des sommes faramineuses, alors qu'on sait bien que c'est des gens qui, de base, ne travaillent pas. Mais comment ils font pour avoir autant d'argent? Et voilà, c'est sur la misère des gens. Donc pour moi, à la limite, ce qu'on pourrait faire, parce qu'on ne peut pas fermer toutes les églises, c'est que nos politiques aussi essaient de voir la question des impôts sur ces églises-là, que j'appelle désormais des entreprises. Voilà, donc comme le dit ce jeune homme, hein, Loïc, il faudrait que nos dirigeants en République du Congo essayent de réglementer la question de ces églises qui pullulent un peu partout dans les grandes villes en République du Congo. Et comme il a dit, il a donné une petite idée, pourquoi ne pas les taxer sur les dîmes qu'ils prennent aux plus démunis. Maintenant, on va quand même profiter qu'il y ait un jeune sur le plateau pour lui poser la question sur deux sujets pour lequel il y a beaucoup de panels, c'est sur le sport et sur la musique. Alors je vais d'abord commencer sur le sport. Alors maintenant que tu es en France, Loïc, depuis 4 ans, et que tu te rends bien compte que la France, les Français, c'est un melting pot de population. Il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine, espagnole, portugaise et africaine, subsaharienne. Et lorsqu'il y a des matchs internationaux, souvent leurs pays sont représentés et vont très loin. Et nous, visiblement, en République du Congo, on a du mal à sortir un peu la tête de l'eau au niveau du foot, au niveau international, etc. Toi, que penses-tu du sport congolais, notamment du sport le plus populaire, donc le foot, mais moi j'aime bien le basket, donc que penses-tu du foot, du basket? Que penses-tu de la non-évolution de notre sport à l'international? Qu'est-ce qui pourrait faire que l'on soit propulsé au niveau international et que l'on fasse plaisir à cette jeunesse congolaise qui est friande de sport? Cet échec, c'est le reflet de la mauvaise gouvernance, comme je le disais plus tôt. C'est que malgré la volonté que en la population, mais le sport, de manière générale, peine à décoller. Pourquoi? Parce que la gouvernance, c'est ça le vrai problème, la gouvernance. Et je pense qu'on ne devrait pas seulement mettre trop de moyens dans le football, parce qu'il y a plusieurs sports, comme tu as dit, il y a le basket, il y a les arts martiaux, il y a le tennis. Donc nos politiques doivent aussi d'abord revoir le problème de la gouvernance, mettre des gens qui sont vraiment destinés à être à ces places-là et non mettre des gens ou nommer des gens par complaisance parce qu'on a des affinités et tout. Voilà où est-ce que ça nous mène. Donc je pense qu'on doit déjà revoir le problème de la gouvernance et aussi mettre les moyens nécessaires pour que nos athlètes et tout puissent la motivation pour aller de l'avant. Parce que tant qu'il n'y aura pas ces conditions réunies, donc je parle de la bonne gouvernance et les moyens, mais ça sera problématique. Parce qu'on parle des primes de match, par exemple pour le football congolais, les primes de match qui sont déjà définies, mais quand ça arrive au moment où on doit les payer, elles sont divisées par 2. Ben, ça même moralement, l'athlète il en prend un coup parce que il s'attend à avoir une somme, mais après ça impacte le résultat quand c'est pas donné. Donc c'est pareil pour les autres sports aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Alors, que devraient, à ton avis, faire ces athlètes? Est-ce qu'ils devraient faire une lettre ouverte aux dirigeants, donc au président de la République directement, puisque visiblement, si à chaque fois c'est toujours le même problème qui revient, est-ce qu'il ne s'agirait pas que ces athlètes-là, qui se battent quand même pour le drapeau du Congo, fassent une lettre ouverte tous ensemble auprès du plus haut, donc auprès du président Denis Sassou Nguesso, pour expliquer le problème qu'ils rencontrent par rapport à leurs primes, etc. Comment sont-ils accompagnés? Est-ce que le peuple aussi, moi je me pose la question, est-ce que le peuple accompagne aussi ces athlètes-là? Je pense que le président il doit le savoir, il est mieux informé que nous, il a des services compétents pour ça. C'est juste que je pense que c'est un problème de volonté, c'est juste qu'il n'a pas assez de volonté pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois visiblement. Parce qu'il n'a pas posé les actions qu'il faut. Parce que quand tu sais
où se trouve le mal, tu agis directement à cet endroit-là. Mais si, malgré les retours que tu as, on ne voit pas de résultats, c'est que tu n'as pas assez de motivation. Déjà, c'est ça le problème. Et de deux, bon, ce que moi je peux demander à ces athlètes, c'est que, ne fût-ce que par patriotisme, de ne jamais laisser, parce que c'est l'honneur de notre peuple qui est mis à l'honneur à l'étranger. Donc, ne serait-ce que par patriotisme et tout, de continuer à défendre les couleurs de notre drapeau. Et aussi, le peuple, comme tu as dit, c'est vrai qu'on se plaint souvent dans les couloirs et tout, en murmure, mais jusqu'à présent, on n'a concrètement jamais entrepris de véritables actions qui pourraient peut-être choquer, susciter nos autorités afin d'y remédier concrètement. Donc je pense que oui, c'est un ensemble de tout, donc il doit avoir le soutien du peuple, il doit aussi avoir ce déclic-là du côté du président et tout son staff, qui sera suscité justement par l'effort du peuple, et aussi les athlètes qui devraient continuer à rester patriotiques et à continuer à défendre les couleurs du drapeau. D'accord, ben merci en tout cas. Et puis pour le dernier chapitre, hein, c'est le volet musique, hein, parce que la musique fait beaucoup parler. Il y a des panels un peu spécifiques tenus par certains jeunes Congolais sur TikTok notamment, qui essayent de promouvoir la musique congolaise. Mais moi, en tant qu'adulte, hein, je constate que les nouvelles chansons qui sortent en République du Congo, ce sont plutôt des musiques de type urbaine. Hein, voilà, ils font plutôt du rap, etc. Or, nous sommes africains. Hein, on rappelle quand même que la musique urbaine, le rap est une musique américaine. Et aujourd'hui, il y a des pays qui continuent à promouvoir leur culture musicale tout en continuant à faire leur musique à elle, hein, leur rumba, comme en RDC, où il y a beaucoup de chanteurs, le mbalar au Sénégal, où après Youssou N'Dour, il y a quand même d'autres chanteurs et chanteuses qui sont là, qui continuent à remplir les salles, etc. Pareil au Mali avec Sidiki Diabaté, par exemple, qui prend la relève de Oumou Sangaré, etc. Et nous, comment ça se fait que, à part Extra Musica, donc Roga Roga que l'on voit avec son groupe, plus ses anciens collègues musiciens qui continuent, hein, qui s'appellent Nouvel Horizon, je crois. À part eux, et Dieu merci, il y a également ceux qui font de la musique traditionnelle, hein, tels que David Kassa, Elveron Dinga, pour ne citer que ces deux-là pour l'exemple. Mais tout le reste, ce sont des jeunes qui font, des personnes qui font de la musique un peu hip-hop. Hein, de l'afro-hip-hop, ou je ne saurais comment qualifier leur musique, qui est certes très bonne, mais que penses-tu? Est-ce que tu penses que la culture musicale congolaise, elle évolue ou elle régresse? Bon, je pense qu'elle a quand même régressé par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes, dans les décennies précédentes. On est quand même en train de reculer, mais heureusement qu'il y a quand même ce sursaut de nouveauté, là, de renaissance qui est en train d'intervenir, notamment à travers l'artiste Afar Atsena et tous ceux qui suivent derrière lui, nouveau genre musical qu'il a apporté, l'afro-vocalisation, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a su, par exemple, concilier traditionnalité et modernisme. Et c'est de ça dont on a besoin. Quand on va, par exemple, la musique de Sidiki Diabaté, en fait, il a gardé son authenticité tout en apportant une petite touche de modernité. Donc c'est quelqu'un qui sait évoluer en fonction de son temps. Et c'est très bien. Mais après, le rap, hip-hop et autres, c'est pas mauvais en soi. C'est juste que je pense qu'on a un problème de soft power. Nos autorités n'accompagnent pas, là aussi, ce secteur-là, convenablement. Et on le voit même dans les mariages. Les mariages de nos autorités, quand on fait des concerts, et même pendant le FESPAM, les cachets qu'on va donner à nos artistes locaux, ben, ça n'a rien à voir avec les artistes qui viendront d'ailleurs. Les autres pays se sont développés parce qu'ils ont valorisé eux-mêmes d'abord leurs propres artistes. Mais si déjà nous, en tant que Congolais, on n'arrive pas à valoriser nos propres artistes, mais ce n'est pas ceux de l'extérieur qui le feront. Donc c'est à nous de donner l'exemple, déjà nous, le bas peuple, en commençant par là, et aussi à nos autorités lors de ces événements comme le FESPAM, les mariages et tout. Si par exemple on invitait un Koffi Olomide, qu'on lui donnait un cachet de 50 millions, mais pourquoi ne pas donner aussi par exemple le même cachet pour la même prestation à un artiste local comme Roga Roga ou quoi que ce soit. Donc ça crée des frustrations qui font qu'il y a des répercussions aussi à l'extérieur dans la diaspora. Mais parce que nous-mêmes déjà on n'arrive pas à valoriser nos artistes. Donc je pense que le problème part aussi de là. D'accord, donc pour toi, à l'heure actuelle,
pour toi, la musique en République du Congo, elle régresse et elle ne progresse pas tant que ça. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, c'est vraiment le moment d'y remédier. Là, je parle vraiment politique et d'y apporter vraiment tous les moyens nécessaires pour que ça décolle. Parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. On ne peut pas aujourd'hui prétendre évoluer dans d'autres secteurs tout en lésant par exemple la culture et le sport, mais principalement la culture. Parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, mais c'est un peuple qui n'a ni avenir et qui est mort en fait. Tout à fait. Voilà, en tout cas, merci Loïc d'avoir répondu à nos nombreuses questions, d'avoir pris ton temps et de nous avoir offert ce livre pour l'équipe. Donc l'équipe, chaque personne de l'équipe a reçu de la part de Loïc Mouapoto ce livre, Graines de sagesse. Nous vous invitons à vous le procurer. Il est de 15 €, c'est bien ça. Voilà. Quel est ton mot pour la fin, Loïc ? Mon mot pour la fin, c'est déjà parce qu'on est principalement dans la culture et dans la littérature. Donc mon mot pour la fin, c'est vraiment de pousser toutes ces personnes-là, ces jeunes qui ont cette envie d'écrire, cette plume qui est en train de bouillonner, de se lancer, de ne pas voir tous les obstacles, mais de commencer, de poser le pas et après de se cultiver, d'apprendre de nouvelles connaissances afin d'évoluer. Parce que voilà, quand on aspire à de grandes choses, il faut se donner les moyens. Voilà. Très bien, merci. Alors merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Loïc Mouapoto pour la sortie de son livre Graines de sagesse qui est sorti au mois de mars. Et donc on vous incite vraiment à vous le procurer, à soutenir tous les auteurs congolais qui sortent pas mal de livres à l'heure actuelle. Et nous, Digital Media Congo, on se procure dès lors qu'il y a un livre qui sort, on achète systématiquement ces livres. Il y a d'autres auteurs qui seront invités très prochainement. Il était très important de recevoir Loïc Mouapoto aujourd'hui, car il représente la jeunesse, aussi bien de son parcours d'étudiant. Il vous a expliqué son parcours d'étudiant et qu'aujourd'hui il a pu obtenir un emploi stable. Il a donné son avis sur la question, on va dire, un peu politique, un peu sur la religion sportive et musicale. Donc ce sont souvent des questions que se posent les jeunes et j'espère que les réponses apportées par Loïc vous ont satisfait et pour lequel vous pourrez revenir. Et peut-être que la prochaine fois, si Loïc, tu penses sortir un nouveau livre? Oui, déjà j'y travaille en ce moment sur le deuxième livre. Là, je ne vais pas donner plus d'informations que ça, mais donc peut-être à la fin de l'année prochaine, il sera déjà publié. Cette fois-ci, ça sera avec une maison d'édition. D'accord, parfait. Merci beaucoup, nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt sur Digital Media Congo.